Bienvenue sur En Cinémascope. Le cinéma en plan large, c'est pour vous. Bonjour à tous et toutes. Bonjour à tous. En studio aujourd'hui, je suis accompagnée bien sûr de moi-même, votre fidèle animatrice Nicole Bourdon, à la technique de notre ingé son Christophe Marchal, l'homme sans qui rien ne serait possible sur Radio Equinox. Bonjour. Bonjour Nicole. Christophe. Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Super. Et de notre invité aujourd'hui, monsieur Jean-Philippe Thiriard, qui est journaliste et rédacteur en chef dans Cinémascope, dont il est d'ailleurs le fondateur. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Nicole, bonjour Christophe. Vous allez bien ? Bien arrivé en studio facilement ? Bien arrivé en studio facilement. Voilà, super. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur En Cinémascope ? Mais avec plaisir, En Cinémascope a été lancé il y a bientôt 13 ans maintenant. On fête les 15 ans en 2026. Alors En Cinémascope, comme son nom l'indique peut-être, c'est en plan large. Ça veut dire qu'on touche un peu à tout, qu'on ne se limite pas à un genre, à une cinématographie, voilà, un type de cinéma. On essaie vraiment de toucher un peu à tout, de parler de ce qui nous passionne avec passion. Ah ben c'est bien ça, c'est bien. J'aime bien le mot passion. On l'aime aussi. Passion rimant avec cinéma. Exactement. Et alors on est présent en fait sur le site encinémascope.be ainsi que sur Facebook, même nom En Cinémascope, sur Instagram, toujours En Cinémascope, sur X ainsi que sur YouTube où il y a environ 130 vidéos. Alors, Jean-Philippe Thiriard, vous nous avez fait l'honneur et le plaisir déjà de venir nous parler du cinéma de Xavier Seron à l'occasion de la sortie de son dernier film Chienne de vie. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du FIF, le Festival international du film francophone, un événement culturel majeur en province de Namur qui va débuter le 27 septembre prochain, dans 10 jours donc, et ce jusqu'au 4 octobre, et qui va se dérouler bien sûr à Namur, au Cinéma Caméo et au Delta conjointement. Alors Jean-Philippe, vous avez pu assister à la conférence de presse du festival à laquelle cette année je n'ai malheureusement pas pu me rendre. Vous connaissez tout ou presque sur cette 39e édition. Je suppose que comme chaque année, les films seront répartis en différentes sections. Les films en compétition officielle, la section première œuvre, les courts-métrages, ainsi que le FIF première, les séances spéciales et les séances famille. Ces films qui vous promettent un voyage audacieux au cœur du 7e art francophone, comme le dit si bien le FIF. Mais commençons peut-être par les films de la compétition officielle. Vous pourriez nous en dire quelques mots ? Tout à fait. Donc, ce sont 12 films, 12 longs métrages qui font, comme l'annoncent les organisateurs du festival, la part belle à l'émotion et à la réflexion. Donc, ça donne vraiment envie déjà. Alors, j'ai épinglé 3 films parmi ces 12 films qui font partie de la compétition officielle. La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, Sauvage de Claude Barras, une animation, ainsi que Syntex autour de, évidemment, Antoine de Saint-Exupéry, réalisé cette fois-ci par Pablo Aguirre. Eh bien voilà, moi je peux dire que j'ai déjà vu à Cannes La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, qui est vraiment un film que j'ai trouvé éblouissant, et pourtant je ne suis pas particulièrement attirée par les films animés. Ça se présente sous forme de dessin animé, et c'est un film magnifique qui parle de la Shoah, mais d'une façon assez détournée, et la fin, le final, le discours final est vraiment sublimissime. Donc franchement, je vous le recommande chaudement. C'était un de mes films préférés de la sélection de Cannes. Voilà. Sinon, tu avais parlé des 2 autres, c'était quoi déjà ? Alors, les 2 autres, c'est aussi une animation pour Sauvage, Claude Barras. Claude Barras qui avait réalisé Ma vie de courgette. Ah oui, c'était magnifique. Qui avait déjà été projeté au FIF, et qui sera projeté à nouveau cette année en cas de séance spéciale, on y reviendra. Donc, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce film dans des conditions un peu particulières. Sauvage, Claude Barras. Oui, je l'ai vu aussi à Cannes. Ah, très bien. Et c'est un film qui a pour thème de défendre la déforestation qui se fait maintenant un peu partout dans le monde, et donc un film à portée écologique, qui est très sympa à regarder, qui n'atteint pas la valeur artistique de Ma vie de courgette, mais ça c'est un autre débat, mais très chouette à voir aussi, et bien pour sensibiliser, je dirais, le grand public
à ce thème très important de la lutte contre la déforestation. Et alors, il y a la section première œuvre. Là, c'est annoncé comme des premiers films innovants, engagés et singuliers. Et j'ai pointé Niki de Céline Salette autour de l'artiste Niki de Saint-Phal, ainsi que d'autres films qui sont ici présentés et qui sont donc des premiers films, des premiers longs métrages. Et alors, je voulais quand même signaler le retour cette année du Chapiteau qui est vraiment le centre névralgique du festival, l'endroit où les festivaliers peuvent se rencontrer avant les films, après les films, rencontrer des artistes également qui sont présents dans les films qu'ils ont vus et d'autres. C'est vraiment un lieu important pour le festival et il est de retour cette année-ci. Oui, ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y avait quand même beaucoup de Namurois qui étaient déçus suite à la disparition du chapiteau. Donc ça c'est vraiment chouette, c'est une bonne nouvelle. Alors voilà, nous avons retrouvé ici en studio le président du jury de la compétition officielle. C'est bien à lui que je pensais, sans retomber sur son nom directement. C'est un réalisateur, un producteur suisse qui s'appelle Frédéric Baïf. Voilà. Et les autres membres du jury sont composés de Alex Moussa Sawadogo, Karim Leclou, comédien qu'on connaît très très bien, qui vient de jouer dans le roman de Jim. Ainsi que dans Vincent doit mourir, qui est un film de genre vraiment hyper intéressant. Et qui était passé au FIF l'année dernière d'ailleurs, Vincent doit mourir, et Karim Leclou était venu d'ailleurs. Oui, qui était pris au Magritte également, tout à fait. Alors Naïma Ricci, une comédienne québécoise et une réalisatrice bien de chez nous, puisqu'elle nous vient d'Andenne, Paloma Sermonday, qui avait gagné le Bayard d'Or l'année dernière pour son film Il pleut dans la maison. Et c'était son deuxième Bayard d'Or parce qu'elle avait remporté 2-3 ans avant déjà un Bayard d'Or. Donc ça fait 2 Bayard d'Or pour 2 films présentés au FIF. Et le premier, c'était pour Petit Samedi, qui était un documentaire autour de son frère. Voilà, un très beau documentaire. Nos auditeurs sauront tout. Oh, presque. Presque tout. Alors il y a aussi la section FIF première. Tout à fait. FIF première sont des longs métrages de fiction qui sont projetés en primeur au FIF avant leur sortie en salle. J'en vois 2 qui valent le détour, parmi les autres. Le Garçon de Zabou Bretman et Florent Vassaux et Une part manquante de Guillaume Senez. Alors, Une part manquante, c'est le 3e long métrage de Guillaume Senez, réalisateur belge, qui avait réalisé Keeper en 2015. Guillaume Senez qui était présent au Magritte avec son deuxième film. Il avait eu 5 Magritte avec ce deuxième film. Et ici, c'est vrai que c'est de nouveau Romain Duris qui le dirige dans ce film-là. Un film dont on parle beaucoup. Tout à fait. Ok. Alors, il y a aussi des séances spéciales, comme chaque année, des séances famille. Quelles sont les spécificités cette année ? Alors, les séances spéciales, il y a une séance Cap sur la Flandre, qui est organisée à nouveau en partenariat avec le festival de Stand, avec lequel le FIF a une belle amitié. Et le film présenté cette année-ci, dans la catégorie Cap sur la Flandre, c'est Arno, Rock'n'Roll Godverdomme. Voilà. Donc ça s'annonce bien. Ça, je vais voir. Je ne manquerai pas. Ah ne le manquez pas, Nicole. Non. Et ce film est précédé d'un court-métrage, qui est un court-métrage intitulé Un week-end à Paris. Ça, c'est une des séances spéciales. Il y a une séance sous-titrée pour les sourds malentendants. Et là, c'est La Petite et le Vieux. Il y a une séance aussi en audio-description en partenariat avec les Amis des Aveugles et des Malvoyants, qui est le livre des solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet, Blanche Gardin, Vincent Elbaz notamment. Et voilà déjà pour quelques-unes des séances spéciales. Il y a une pépite de cinéma d'animation à redécouvrir, on en a parlé, c'est Ma vie de courgette. Qui est projetée, c'est éblouissant. Ça. Et qui veut vraiment valoir le coup ici à découvrir ou à redécouvrir au Festival de Namur. Les séances famille, c'est des longs métrages diffusés les samedis, dimanches et mercredis après-midi pour ravir petits et grands, dit-on. Le 27 septembre, qui est une journée fériée, un jour férié, les enfants n'ont pas école, ça tombe plutôt pas mal, puisqu'à 10h30 au Caméo, on a Angelo dans la forêt mystérieuse, et de nombreuses activités qui sont proposées sous le chapiteau, justement, et aux alentours. Alors là, c'est des ateliers sur les émotions, des scènes cultes sont revisitées, et il y a un atelier maquillage, parmi d'autres joyeusetés. Le 29 septembre, c'est un dimanche, c'est la journée des familles. À 10h30 au Caméo, il y a Sauvage, on en a parlé, la fable écologique de Claude Barras, qui est projetée, qui avait fait Ma vie de courgette, on l'a dit également. Et puis de nouveau, de nombreuses activités écoludiques, des balades à vélo, des parcours interactifs, des ateliers maquillage. Et enfin, vous dire, Nicole, que le 2 octobre, il y a une pépite d'animation à découvrir, je l'ai déjà dit, c'est Ma vie de courgette, qui avait eu en fait la meilleure photographie au FIF en 2016. Et puis, il y a une rencontre publique avec le réalisateur Claude Barras sous le chapiteau, pour parler notamment de sa manière d'aborder des sujets forts, avec sensibilité et justesse. Autre nouveauté ? On va les aborder ensemble avec la déléguée générale responsable de la programmation du festival, Nicole Gillet. Dire un petit mot aux auditeurs des courts-métrages
projeté cette année à Namur. Oui, c'est vrai que les courts-métrages occupent aussi une place importante et Tout à fait. C'est bien d'en parler. Et c'est bien les projets sur grand écran, bien sûr, c'est pas souvent le cas, et là c'est une très bonne chose que fait le FIF parmi d'autres. Oui, je pense qu'il les regroupe en 2-3 après-midi. Oui, c'est ça, c'est sur un week-end, donc c'est les titres révélateurs de la vitalité du format court francophone, belge et international, film francophone bien sûr, et ce sont beaucoup d'invitations à la découverte à chaque fois. Alors il y a le week-end du cours, c'est 5 séances, plus une 6e, c'est principalement dans ce cadre-là que les courts-métrages sont mis en avant. Les 28 et 29 septembre. C'est ça, c'est le week-end du festival, c'est les samedis en effet Nicole et dimanche du festival. Ce sera le week-end du court-métrage. Exactement. Et alors il y a aussi un court-métrage qui est présenté lors de la séance d'ouverture, avant le film d'ouverture, le long-métrage d'ouverture en fanfare. En fanfare. D'Emmanuel Courcol avec notre acteur de cœur, on va dire, qu'on aime beaucoup ici chez les cinéphiles, Benjamin Laverne, également Pierre Lotin et Sarah Succo. Alors, donc ce film, nous l'avons vu à Cannes. C'est un très très chouette film pour faire une soirée d'ouverture officielle et de lancement de festival. Il convient très très bien. En gros, c'est l'histoire de Thibaut, qui est un chef d'orchestre de grande renommée internationale qui parcourt le monde. Un jour, il apprend qu'il a été adopté et il découvre dans la folie l'existence d'un frère, Jimmy, qui n'a pas eu la même chance que lui, puisqu'il a été adopté par une famille d'accueil beaucoup plus populaire. Il se retrouve employé de cantine scolaire, son frère, mais il joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence, tout les sépare, sauf bien sûr l'amour de la musique. Et puis Thibaut, il va détecter les capacités musicales exceptionnelles de son frère et il va tenter de réparer l'injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d'une autre vie, ça c'est le synopsis. Ce qu'on avait aimé au moment où vous en avez parlé après Cannes, eh bien, c'était le thème. C'est un très joli film sur la fraternité, sur l'inégalité des chances, aussi sur le pouvoir universel de la musique. C'est un film d'auteur populaire, un cinéma du bonheur partagé qui fait du bien, un feel-good movie. On adore aussi, Joséphine et moi, les films de chefs d'orchestre. Voilà, un petit coup de cœur pour ce type de film. Et ce qu'on avait moins aimé à l'époque, c'est que c'était pas vraiment plausible comme histoire. Voilà. Un petit fun fact qu'on vous rappelle, c'est que les musiciens de la fanfare du film, donc qui jouaient dans le film, ils sont venus à Cannes, ils ont monté les marches du Festival de Cannes et ils ont eu droit à 20 minutes de standing ovation, ce qui, suivant les critères des standing ovation à Cannes, c'est très long. Voilà. Et je pense qu'à Namur, ils ne viendront pas, mais il y aura une fanfare. Exactement, il y aura une fanfare namuroise qui va accompagner les festivaliers. Donc ça, c'est la fanfare d'Assès, je pense. Ah, là, vous me l'apprenez. Ouais, voilà. Voilà. Et alors le film d'ouverture donc en fanfare sera précédé d'un court-métrage que j'évoquais qui sera en fait Musclé masqué dans Ferraille Pagaille. Là c'est un court-métrage d'animation. C'est tout un programme ça. Tout à fait. Et on avait primé le réalisateur de ce film lors du festival Anima, festival d'animation comme son nom l'indique. J'avais le plaisir de faire partie du jury Synergie et on avait primé ce film-là qui valait déjà le détour, un des films de ce réalisateur qui là nous présente un de ses courts-métrages d'animation toujours. C'est assez barré, ça vaut vraiment le coup aussi et voilà, ça fera l'ouverture également. Ok, est-ce qu'on passe l'interview de Nicole Gillet maintenant ? On peut peut-être demander à Christophe de nous placer ce son. On envoie. Nicole Gillet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sur en Cinémascope et Equinox Radio, les deux à la fois, c'est un partenariat cette fois. Délégué général du festival de Namur, vous êtes présent dans le bateau maintenant 22 ans, je pense, ça fait un petit temps. Voire même plus. J'ai commencé comme stagiaire au Festival de Namur, donc à la fin de mes études. Je suis venue régulièrement pendant quelques années, puis j'ai été engagée, et puis j'ai repris la direction il y a maintenant un peu plus de 15 ans, je pense. Donc voilà, je suis là depuis bientôt 30 ans. Donc vous n'avez jamais travaillé qu'au FIF ? Ouais, absolument. J'ai été... je n'ai travaillé qu'au FIF. J'ai voulu partir plusieurs fois et puis en fait, j'aime profondément ce festival. Donc, j'y reste. 39e édition cette année à Namur, Nicole, du 27 septembre au 4 octobre 2024. Alors, Nicole, pourquoi est-ce qu'il faut absolument se rendre à cette édition du FIF, la 39e déjà ? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Dites-nous tout. Alors, c'est vrai que dans la programmation que l'on a cette année, il y a une majorité de films qui ne sont pas distribués. Alors on espère que leur passage au festival va faire que grâce au prix ou grâce à l'engouement du public, pourrait trouver un distributeur et dès lors se retrouver sur les écrans et
si ce n'est pas le cas, le Festival de Namur serait pour certains films la seule et unique occasion de les découvrir. Or, on offre une diversité de cinéma, une diversité de films de la provenance, que ce soit bien sûr de France, de Suisse, du Québec, que ce soit de Madagascar. Enfin voilà, il y a des films que je propose évidemment aux spectateurs de venir découvrir en partageant ces films avec les équipes de films. Et dès lors, c'est un échange tout à fait exclusif et exceptionnel. Donc, c'est déjà pour ça qu'il faut venir au FIF. Cette année revient le Chapiteau, c'est le centre névralgique du festival, un grand atout. Oui, c'est sûr que pour nous, ce centre névralgique, il est important, il est primordial. C'est vrai que tout le monde qui vient au FIF nous en parle en disant de toute façon, on va se croiser au Chapiteau parce qu'on y passe avant une séance ou après. Il y a des activités qui s'organisent. Et si on ne va pas voir un film ce jour-là, peut-être qu'on va faire une activité qui est sous le Chapiteau. Mais c'est vraiment le cœur du festival où le public peut parler de tout ce qu'il a vu et puis dire aussi aller découvrir ce film-là à quelqu'un qui n'aura peut-être pas encore été voir de film. C'est aussi le lieu où on peut rencontrer les comédiens, les réalisateurs. Donc c'est vrai que pouvoir échanger, partager, c'est ça le propre d'un festival, et faire la fête du cinéma, puisqu'un festival c'est aussi la fête du cinéma, ça peut se faire sous ce chapiteau. C'est aussi pour une bonne partie un tiers du public, un peu moins un quart, des enfants, des jeunes qui ont des âges allant de 3 à 25 ans en gros. C'est le FIF Campus, important ce public aussi. Oui, depuis le début on a voulu mettre en lumière à la fois cette jeune génération, mais aussi pouvoir accueillir la jeune génération. Donc on les accueille dans le cadre du volet FIF Campus. On leur propose de voir des films et d'avoir à l'issue de ces projections soit des ateliers techniques, soit des ateliers citoyens. Donc c'est une éducation à l'image et par l'image. L'objectif, c'est évidemment d'offrir cette diversité aussi à ces enfants de 3 aux universitaires, de comprendre qu'un film est construit, mais de comprendre aussi que tout le monde ne vit pas la même réalité que nous, et de montrer que cette diversité, c'est le monde qui nous entoure. Et dès lors, avoir ces opportunités de rencontrer, de créer aussi, de pouvoir s'exprimer sur des films, pour cette jeune génération, pour ces enfants, c'est vraiment un moment exceptionnel. Il y a maintenant 20 ans, j'avais le plaisir de présenter le film Calvaire de Fabrice Duels. Il y a quelques années maintenant, Adoration a été présenté. Il avait eu le Bayard de la meilleure interprétation de ces 2 jeunes comédiens. Il y a pas mal de films de genre cette année-ci au festival. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots ? Mais je pense que c'est une évolution du cinéma. On remarque de plus en plus de films de genre, que ce soit dans le cinéma français, dans le cinéma belge, puisque vous évoquiez le cinéma belge, dans le cinéma aussi tunisien. Donc voilà, je crois que la jeune génération a très envie aussi de montrer un cinéma différent, d'aller trouver d'autres manières de faire du cinéma. Et nous, on est très intéressés de montrer cette évolution, cette diversité. Et puis c'est clair que il faut aussi aller trouver des spectateurs. Si cette jeune génération veut faire aussi un cinéma différent, elle va sans doute aller chercher une jeune génération de spectateurs, donc c'est très bien. Le FIF il est à la fois vieux et jeune, il a 39 ans, bientôt 40. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de meilleur au festival ? De continuer après ces 40 ans, encore au minimum 40 ans. Donc non, mais c'est vrai que pour nous, pouvoir partager ce cinéma en vrai, en grand, partager des émotions avec les spectateurs, c'est ce qui nous guide. Merci Nicole Gillet. Merci. Eh bien voilà, une très belle interview de Nicole Gillet, très éclairante je trouve, et je rejoins tout à fait son avis. C'est super important pour redonner une visibilité au cinéma d'organiser ce type de festival qui attire un petit peu tous les publics justement, de là son intérêt. Alors,
Venons un petit peu au côté glamour aussi, parce que qui dit festival dit glamour, bien sûr. Et c'est un côté qu'on ne va pas éluder chez les cinéphiles. Alors, quelles stars sont attendues cette année ? Alors il y a pas mal de talents du cinéma francophone qui seront présents à Namur, alors que ce soit dans les films qui seront projetés évidemment, même sur les écrans namurois, ceux du Caméo et du Delta, on les a mentionnés, Nicole, mais aussi pas mal dans les rues de Namur, mais aussi sous le chapiteau de festival, dans les salles à l'issue des projections. Il y aura des échanges avec les équipes de films. Alors je pense à Zabou Breitman pour Le Garçon, à Romain Duris pour Une part manquante, et à son réalisateur Guillaume Senez, à Louis Garrel qui sera présent pour Saint-Ex, Michel Azanavicius pour La plus précieuse des marchandises, ou encore Karim Leclou, parmi d'autres bien sûr. Voilà, une belle brochette donc. Hein ? Tout à fait. Et c'est vrai que le côté échange avec les acteurs sous le chapiteau, bien à l'issue des séances, c'est vraiment quelque chose de très agréable et aussi qui caractérise un peu le FIF, c'est que c'est un festival aussi qui rend les stars accessibles. Hein. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ça, c'est important de le dire, en plus du fait que le FIF est un festival accessible au public aussi. Hein. Et il y a en effet, Nicole, des rencontres qui sont organisées sous le chapiteau avec certains des invités. Même les sportifs seront comblés, hein, puisque vous pourrez, si vous aimez le vélo, aller pédaler pour générer l'électricité qui permettra à un film d'être diffusé. Donc voilà. C'est vrai. Il y en a vraiment pour tous les styles et pour tous les goûts. Alors, je terminerai aussi par vous demander quel film vous ne rateriez pour rien au monde, vous, Jean-Philippe Thiriat, dans toute cette programmation. Alors, je vais voir si je suis allé les voir, mais si il s'avère que je sais aller voir ces films-là, pour n'en citer que 5, à mes yeux, les inratables sont Musclé, masqué dans Ferraille Pagaille. Le court-métrage sera projeté avant en fanfare lors de la séance d'ouverture du festival. Une part manquante, dans lequel le réalisateur belge Guillaume Senez retrouve Romain Duris, on l'a dit. Ma vie de courgette de Claude Barras. Jour de chasse, qui est un thriller psychologique québécois teinté d'onirisme et qui est réalisé par une femme, par Annick Blanc. Et enfin, Quand vient l'automne, c'est un Ozon. Donc un François Ozon, ça ne se refuse pas, ça ne se rate pas, quand on est en mesure de le voir évidemment. Et là, il viendra clôturer le festival de Namur le vendredi 4 octobre. Eh bien voilà. Tout ça est très très alléchant. Alors, moi, j'allais poursuivre avec un autre festival, puisque les cinéphiles, évidemment, n'étaient pas en train de chômer pendant que vous étiez à la conférence de presse du FIF. Les auditeurs, les auditrices d'Equinox, ainsi que les visiteurs dans cinémascope.be pourront gagner des places pour le FIF. C'est vrai. Ah oui. Je zappais ce point important qui est une bonne nouvelle pour nos auditeurs. Tout à fait, donc il y a 6 x 2 séances à remporter, 6 gagnants, 6 gagnantes qui peuvent aller voir un film au choix avec la personne de leur choix. Ça fait quand même 2 choix à poser, mais je pense qu'elles peuvent y arriver. Elles peuvent peut-être choisir la personne de leur choix en fonction du film de leur choix. Ou inversement. Mais c'est Ou vrai inversement, voilà. C'est en effet une possibilité. Et alors là, je vous propose de vous rendre sur ancinémascope.be à partir du lundi 23 septembre. Notre article de présentation du FIF 2024 sera à découvrir sur le site. Et le concours sera annoncé là également. Vous aurez 2 jours pour jouer. Et le mercredi seront contacter les gagnants, les gagnantes, avec l'accès à 2 places pour le film de leur choix. Ouais, voilà, c'est super. Alors, je disais donc, pendant que vous étiez à la conférence de presse du prochain FIF, est-ce que les cinéphiles étaient en train de se reposer sur une plage paradisiaque ? Non. Eh bien non, évidemment. Non. Que nenni, pourrions-nous dire. Nous étions nous-mêmes dans un autre festival qui vient de se terminer, le prestigieux festival du film américain de Deauville, qui fêtait cette année sa 50e édition. Avec faste, peut-on dire, parce qu'il y avait beaucoup de personnalités du cinéma et non des moindres. Benoît Magimel en président du jury, en invité d'honneur, il y avait Michael Douglas en personne. L'actrice Nathalie Portman était également présente à ce festival. Le réalisateur James Gray, à qui le festival a rendu un hommage, appuyé. La star Michelle Williams, qui a inauguré sa cabine de plage sur les planches mythiques. Il y avait également Malia Ann Obama, qui a présenté, donc la fille de Barack Obama, qui a présenté son court-métrage The Earth, magnifiquement filmé, qui a reçu le prix Nouvelle Génération. Alors, le but de ce festival, c'est clairement de présenter le meilleur du cinéma américain indépendant, avec aussi une ouverture sur le cinéma français, puisque il y a une certaine collaboration avec le Festival de Cannes. Alors, le Festival de Deauville a différentes sections également, un peu comme le FIF,
Il y a la section long métrage en compétition officielle qui comprenait 14 films. Une section première avec 10 films. L'heure de la croisette qui présentait 3 films qui ont été projetés à Cannes, dont le film magnifique dont nous vous avons déjà parlé. La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius qui va d'ailleurs être reprojeté au FIF. Une section Les Docs de l'oncle Sam, 6 films documentaires. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à ces films documentaires, à l'un de ces films en tout cas. Il y avait aussi une section que je trouve particulièrement intéressante, c'est la section 50 films américains qui ont changé nos regards sur le monde. Une initiative particulière et très chouette, je trouve. Ainsi ont été projetés Autant en emporte le vent de Victor Fleming, Le Dictateur de Charlie Chaplin, Citizen Kane de Orson Welles, To Be or Not To Be d'Ernst Lubitsch, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, Virgin Suicide de Sofia Coppola, qui a connu d'ailleurs tout récemment une version restaurée en 4K. Sublimissime d'ailleurs. Et puis dans les derniers, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, et je ne vais pas vous les citer tous puisqu'il y en avait 50. Alors, que vous recommande-t-on ou pas parmi les nombreux films que nous avons vus et qui vont sortir prochainement en Belgique ou qui sont déjà à l'affiche, puisque c'est le but de notre émission, vous présenter l'actualité cinématographique, les films que vous pouvez aller voir actuellement en salle. Alors tout d'abord, je vais vous parler du film qui a été projeté à la soirée d'ouverture officielle de ce festival de Deauville. Le film Lee Miller du réalisateur Ellen Kouras, avec comme acteurs Kate Winslet, Andy Samberg, Joss O'Connor, Marion Cotillard, Noémie Merlan, etc. C'est un film britannique de type biopic, guerre-drame, qui dure 1h57 et qui va sortir ici en Belgique le 9 octobre. C'est pour ça qu'on vous en parle. Aussi parce que ce film est vraiment super génial. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, de quoi ça parle, Lee Miller? Eh bien, le film retrace l'incroyable vie de la photographe légendaire Lee Miller, interprétée par Kate Winslet, qui est vraiment fabuleuse dans le film. Qui n'aime pas Kate Winslet, Jean-Philippe, je ne sais pas. Moi, j'en ai pas encore rencontré. Moi non plus. Non, elle est vraiment formidable, comme d'habitude. Et donc, elle interprète Lee Miller à partir du moment où elle se démène, le personnage dans le film, pour pouvoir partir comme photoreporter sur la ligne de front de la Seconde Guerre mondiale pour en montrer les atrocités. Alors, Lee Miller, au départ, c'était une ex-modèle de mode et elle deviendra une des premières femmes photographes de guerre. Elle a été prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre mondiale et elle a, par son courage et surtout son refus des conventions, c'est très très bien rendu dans le film, c'est très présent. Ce refus des conventions, eh bien, elle a changé la façon de voir du monde. Donc, ce que je vous raconte là, c'est vraiment la vie réelle de Lee Miller. C'est bien un biopic. Elle met en image les atrocités de la guerre pour le magazine Vogue. Vogue britannique, aussi bien les soldats présents sur la ligne de front que la découverte fut une des premières à découvrir l'existence des camps de concentration. Elle montre non seulement la cruauté de la guerre, mais aussi, et ça j'ai trouvé ça particulièrement intéressant en fait, la résilience des victimes. C'est un portrait vraiment fascinant de cette photoreporter Lee Miller, dont le talent unique nous a apporté quelques-uns des clichés les plus marquants du XXe siècle. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Vous devez être Lee Miller. Les tout court suffira. Nous n'envoyons pas les femmes sur le front. C'est un problème, parce que je suis ici. Bienvenue chez Vogue. Je crois que c'est à vous qu'on s'adresse pour un emploi. Oui, c'est exact. J'ai vu votre travail, vous savez. Vous êtes très impressionnante. Vous n'aimez pas ceux qui vous contestent. Surtout quand vous savez que vous avez tort. Vous avez des secrets que vous ne confierez jamais. Je n'ai jamais tort, moi. C'est arrivé petit à petit. Et à la fois très vite. L'Europe était en guerre. Aucune habilitation ne sera délivrée aux femmes. Tout ce que je veux, c'est faire ma part. Pourquoi c'est aux hommes de décider ce qu'on doit faire? Je pars pour le fond. On se met en route? Je ne m'attendais pas à entendre ça. 800 kilomètres dans l'horreur absolue.
pas devant cette fenêtre, ils ont des tireurs isolés. Ils sont disparus. Ils ont tous disparu. Il y a différentes sortes de blessures. Il n'y a pas que celles qui se voient. Où sont mes photos? Je les ai pas publiées. Je me suis battue pour elle. Cet enfant, dans un camp de la mort. Comment elle fait pour avancer? Ce n'étaient plus des histoires que j'avais entendues ou que j'avais imaginées. C'était bien réel. Voilà, je trouve que la bande-annonce est assez éclairante par rapport au contenu du film. Alors, ce qui est intéressant à savoir concernant ce film Lee Miller, c'est que bien qu'elle soit une éminente journaliste de Vogue, qui a marqué le XXe siècle grâce à son regard audacieux en pleine Seconde Guerre mondiale, eh bien, son nom est longtemps resté mésestimé dans le monde du journalisme comme de la photographie. Et c'est seulement lorsque son fils, Anthony Penrose, écrit une biographie complète du travail de sa mère, intitulée Les vies de Lee Miller, que Lee Miller connaîtra une certaine notoriété posthume. Hélène Kouras, la réalisatrice du film, qui signe son tout premier long-métrage de fiction en tant que réalisatrice par ailleurs, elle adapte donc ce livre à l'écran. Alors le film est intéressant à plus d'un titre, malgré qu'il ait une forme très classique. Eh bien, il présente une nouvelle facette de la vie de Lee Miller, que l'on a souvent réduite à son statut de mannequin pour Vogue à New York. Et il s'attache, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, à une période bien précise de sa vie, entre 1938 et 1948. Une période marquée par la guerre, donc, et le besoin urgent de se sentir utile pour cette femme. Le film va permettre ainsi de mettre en lumière le travail de Lee Miller, tout en soulignant, eh bien, les luttes internes aux publications féminines pour être prises au sérieux, dans un monde noyé à l'époque par la misogynie. Cette tranche de vie-là, eh bien, elle est mise en scène par le biais d'une conversation interview imaginaire avec son fils, incarné par le génial Joss O'Connor. Donc ça permet au film de ne pas être lassant, loin de là. Il y a même beaucoup de suspense. L'écriture du film, elle est souvent brillante et les joutes verbales sont parmi les plus belles réussites de ce long métrage, notamment lors de sa première scène où le jeune journaliste qui interprète donc le fils qui fait l'interview imaginaire se trouve pris au dépourvu par une Lee Miller vieillissante et franchement acariâtre. Alors, comme je vous le disais, il y a aussi beaucoup de suspense dans le film, car le montage, il est malin, il est super bien fait. Il choisit de toujours surprendre les attentes de son public en coupant court les passages les plus forts et happe de cette façon-là les spectateurs, les laissant donc en pleine attente. Enfin, la colorimétrie grisâtre donne magnifiquement bien le ton au film, est en accord parfait avec le sujet du film. Et donc, je dirais en conclusion que si le film de Lee Miller possède un côté biopic taillé pour les campagnes à Oscar de par sa forme très classique, ce n'est pas anodin de le proposer actuellement à un moment où nous nous trouvons face à une montée presque inédite de l'extrême droite et du fascisme. C'est même, à mon avis, complètement nécessaire et indispensable de sortir ce film maintenant. C'est une belle piqûre de rappel. Et en plus, c'est un film très agréable à regarder, vraiment rempli de suspense. Mon conseil donc, ne le ratez pas, chers auditeurs et auditrices, ne le ratez pas ce 9 octobre, soyez à vos agendas. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième film vu à Deauville et qui est en salle actuellement et dont on parle énormément, qui fait couler beaucoup d'encre. C'est Beetlejuice de Tim Burton, la fameuse suite du premier Beetlejuice sorti en 1988. Donc 36 ans plus tard, voilà la suite. Voilà qui n'est pas courant. Alors, Beetlejuice de Tim Burton, mais je me suis dit qu'il était peut-être temps de s'interroger sur la signification du nom. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Jean-Philippe ? Alors, Beetlejuice. Non. Je pense que quand on dit 2 fois, il y a quelque chose qui se passe, c'est ça? Quand on dit 3 fois, mais comme je suis superstitieux, je vais pas le dire, je vais pas dire la 3e fois. Ça fait pour ça Candyman. Alors le chaos va s'installer dans ma vie, par ailleurs déjà chaotique, donc non. Non, on évite. Alors, le Candyman, c'était 5 fois Candyman devant un miroir qu'il fallait le prononcer. Enfin, qu'il fallait pas le prononcer, en fait. Sinon, il se passait un truc pas cool. Mais là, donc, c'est 3 fois qu'il ne faut pas. Donc on peut dire le titre Beetlejuice, mais on peut pas dire la 3e fois.
quoi. Mais en fait, la traduction, c'est l'adaptation pour le mot n'existe pas en anglais. Hein. C'est l'adaptation pour le public anglophone, de Beetlejuice, qui est le nom, c'est pour que ça fasse plus anglophone, qu'on est passé à Beetlejuice. Donc Betelgeuse, ça vient de là, c'est le nom d'une des étoiles les plus brillantes du ciel, située dans la constellation d'Orion. Alors, pourquoi l'étoile ? Eh bien, cette étoile est une étoile supergéante rouge, et en utilisant le nom d'une étoile aussi remarquable, eh bien, Tim Burton et son équipe ont voulu ajouter une dimension cosmique et mystérieuse au personnage. Betelgeuse, tout comme l'étoile, eh bien, semble faire partie d'un tout plus vaste, suggère qu'il pourrait être lié à des forces surnaturelles bien plus puissantes que lui. Hein? Donc voilà d'où vient ce nom un petit peu curieux de Beetlejuice. Les acteurs, il a repris pas mal de l'équipe précédente, puisque Beetlejuice est toujours interprété par Michael Keaton, oui, qui a l'air de sortir de la dernière répétition du premier Beetlejuice. Hein. Il n'a vraiment pas changé, le gars. Winona Ryder, qui était déjà présente, Jenna Ortega, et Monica Bellucci, donc une nouvelle actrice dans Beetlejuice. Pourquoi Monica Bellucci ? Parce que c'est la compagne actuelle de Tim Burton. Comme ça, vous saurez tous les petits potins. Catherine O'Hara qui joue également et Arthur Conti. Alors, quel est le synopsis de ce terrible Beetlejuice ? Beetlejuice, eh bien, je vous le livre tel qu'il apparaît un peu partout. Après une terrible tragédie, la famille Deeds revient à Winter River. Toujours hantée par les souvenirs de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice 3 fois. Et non, ce ne sera pas l'un d'entre nous en tout cas. Et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille. Alors, le film est sorti le 6 septembre aux États-Unis. Donc, cette suite du mythique Beetlejuice, sorti il y a 36 ans, a déjà engrangé 110 millions de dollars sur le marché domestique. Et le démarrage à l'international, eh bien, il s'annonce tout aussi foudroyant. Donc, ça marche très, très bien. Il a également été projeté en ouverture de la dernière Mostra de Venise récemment. Et comme je vous le disais, il a été projeté au Festival de Deauville également. Alors, c'est moins un film d'horreur, j'ai trouvé, que plutôt une comédie gothique pop qui, présentant de vrais personnages et des figures animées, est vraiment jouissif pour les amateurs du genre. On peut dire qu'il conjugue les qualités du pur divertissement avec les savoir-faire d'artisans et d'artistes. Alors pourtant, il faut quand même adopter un point de vue de critique objectif. Le scénario manque totalement d'épaisseur, ça c'est très clair. Il est fait de briques et de broc, il va qu'à un cas. Et il donne l'impression au final de voir un film un petit peu superflu. Ce qui est réussi cependant, c'est l'ambiance globale du film, de la musique à la photo, en passant par les costumes et la colorimétrie. Tout nous ramène au premier film. On sent que Tim Burton, eh bien, il s'amuse même à utiliser l'ensemble de la technicité de son équipe pour nous redonner les effets spéciaux qu'on appréciait beaucoup déjà à l'époque du premier Beetlejuice, mêlés à des effets spéciaux numériques actuels. Quelques clins d'œil sont même présents en hommage à la filmographie du réalisateur même, mais également au cinéma dans sa globalité, comme une référence très drôle à Dune lors de la première réapparition du serpent de sable. Surtout, ce que j'ai apprécié, moi, c'était l'humour grinçant et décalé qui est toujours présent dans cette suite de Beetlejuice. Donc, ma recommandation, la recommandation des cinéphiles, c'est à voir donc pour les nostalgiques du premier Beetlejuice. Voilà. Troisième film dont je vais vous parler, qui n'est pas passé au Festival de Deauville, mais que j'ai eu le plaisir de découvrir pas plus tard qu'hier soir, c'est le film avec et réalisé par Daniel Auteuil qui s'appelle Le Fil. Je vous laisse avec la bande-annonce. Bonjour, il est là ton père ? Papa ? Oui. Vous êtes placé en garde à vue pour homicide volontaire sur la personne de votre épouse. Il n'a pas de casier, pas d'antécédents, c'est ni un coupable crédible, ni un innocent évident. Il était dans quel état ? Nerveux, paumé. Tu deviens fou ici. Inquiet pour ses enfants plus que pour lui. Il comprend pas ce qui lui arrive, il est dans le déni. Tu veux le défendre ? Oui.
soir-là, l'amour que vous avez prétendu porter à votre femme a cessé d'exister. Prouvez votre histoire, madame l'avocat général, car de preuves, vous n'en avez strictement aucune. Moi, je suis prêt à tout pour le sauver. Le sauver, non mais tu t'entends? Pour qui tu te prends, Jean? Pourquoi vous bloquez comme ça? Parce que c'est mon ami. Vous allez arrêter avec votre loyauté à la con? Vous allez me laisser vous défendre, oui? La loi ne demande pas aux juges les moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle leur prescrit de chercher dans la sincérité de leur conscience les preuves contre l'accusé. La loi ne leur fait que cette seule question. Avez-vous une intime conviction ? Alors donc, comme vous l'avez compris partiellement dans la bande-annonce, c'est l'histoire d'un maître interprété par Daniel Auteuil, Jean Monnier, qui avait décidé de ne plus s'occuper de dossiers criminels depuis qu'il avait fait innocenter un meurtrier récidiviste. Donc dès qu'il est sorti de prison, il a recommencé à tuer des personnes. Donc maître Jean Monnier décide de ne plus s'occuper de dossiers au pénal, mais un peu par hasard, il rencontre en garde à vue Nicolas Milik, un père de famille accusé du meurtre de sa femme, et cet homme-là le touche, son histoire le touche, et il va faire vaciller toutes ses certitudes, et il décide, contre ses principes, de s'en occuper. Donc il va tout mettre en œuvre vraiment pour essayer de gagner ce procès et faire innocenter ce père de famille. Et donc c'est un film vraiment qui est un film de prétoire, mais qui est aussi présenté au niveau publicitaire comme un thriller. Et c'est vrai qu'il y a énormément de suspense. Daniel Auteuil, on peut dire qu'il est vraiment à son top dans ce film-ci. Son interprétation qui est toujours époustouflante l'est encore davantage ici parce qu'il joue avec beaucoup de sobriété. Et Grégory Gadebois, qui interprète le père de famille Milik, accusé du meurtre de sa femme, est vraiment d'un naturel qui semble simple mais qui ne l'est pas, mais en tout cas tout à fait éblouissant. Alors le film a une structure aussi intéressante parce qu'on découvre au fur et à mesure des plaidoiries du maître Monnier, on découvre ce qui s'est passé dans l'enquête en fait réellement, donc toutes les différentes phases de l'instruction, tout ça subtilement juxtaposé, de sorte qu'on n'insiste pas à un déroulement plat de l'intrigue. Et Daniel Auteuil a eu l'idée de faire ce film, de réaliser ce film, qui est coproduit d'ailleurs par sa fille Nelly Auteuil, et dans lequel joue aussi sa fille Aurore Auteuil, qui joue la sœur de la victime. Il a eu cette idée parce que il est tombé sur, on lui a présenté des chroniques d'un avocat de Lille qui écrivait un blog à l'époque qui s'intitulait Au guet-apens, et dans lequel il relatait donc différentes affaires en modifiant les noms. Et donc, c'est sur base de ce blog, de ces chroniques, qu'ils ont décidé de se lancer dans ce film. Alors, vous l'aurez compris, moi, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, je vous recommande de voir ce film, de ne pas le rater. C'est vraiment du très très bon cinéma français comme on en voit peu. Puis j'avoue aussi que je suis, chez les cinéphiles, on est complètement subjugué par Daniel Auteuil, donc on va voir aussi tous les films dans lesquels il joue, mais on ne recommande pas pour autant tous les films. Hein. Mais ici vraiment, c'est du très très bon film, et donc je vous le recommande, chers auditeurs. Et voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de notre émission Les Cinéphiles. Une émission chargée aujourd'hui puisqu'on vous a parlé de 2 festivals, le Festival international du film francophone de Namur, le Festival du film américain de Deauville et évidemment ce que vous attendez tous et toutes, les actualités cinématographiques, les films en salle. Voilà, il me reste maintenant à vous remercier, Jean-Philippe Thiriat, d'être venu participer brillamment à notre émission Les Cinéphiles sur Radio Equinox. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Nicole, et merci à Christophe. Merci beaucoup. Oui, merci aussi Christophe pour tout l'aspect technique de l'émission. Et on vous retrouve, donc cette émission sera aussi rediffusée mardi prochain. Et on vous retrouve très prochainement sur Radio Equinox.
pour continuer à suivre les cinéphiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook Les Critiques d'une Cinéfilm et ainsi que suivre notre compte Instagram Les _, Cinéfilm, sur lesquels nous sommes très actifs et nous postons régulièrement des critiques. À bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur encinémascope.be et sur les réseaux sociaux. Bon film!